Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 7e épisode de Capsule de Com. Capsule de Com, c'est votre web émission produite par DDBLs et TBWA Adelphi sur l'intelligence artificielle et les nouvelles réalités immersives et leur application dans nos stratégies marketing et de communication en santé. Alors aujourd'hui, Nicolas, nous avons la chance de recevoir Jade Lemaître. Jade Lemaître est directrice générale de Proxinov, un réseau spécialisé dans la robotique industrielle au service de l'innovation des entreprises. Et avec Jade, nous allons aborder un sujet passionnant qui est celui de l'humanisation dans l'IA. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'avatars, d'agents conversationnels, de robots. La question que l'on doit se poser, mais où est l'humain dans tout ça? Donc on va observer effectivement en quoi ces nouvelles technologies peuvent conserver cette dimension, cette humanité indispensable, notamment dans la relation médecin-patient. Donc je crois qu'on a la chance que tu ne sois pas encore un bot, Nicolas. De quoi plus précisément va-t-on parler? Bonjour Alain et ravi d'être avec vous pour cette nouvelle capsule de com qui effectivement s'annonce passionnante, comme toutes nos capsules de com jusqu'ici. L'humanisation de l'IA en santé, c'est un vrai sujet quand on sait la place de l'humain dans la santé, dans la relation entre le patient, la patiente et la professionnelle de santé. Et pour toutes ces raisons, finalement, on doit s'interroger effectivement sur l'utilisation donc de ces technologies à base d'IA, tu le mentionnais, ces agents conversationnels, ces robots, ces avatars, et s'assurer qu'effectivement, on ne perd pas cette humanité. Et par ailleurs, est-ce qu'on doit aussi se demander si l'IA doit être humaine, plus humaine? Beaucoup de questions finalement un peu philosophiques. Et c'est ce sujet que l'on va aborder ce matin donc avec Jade. Et effectivement, c'est bien moi, ce n'est pas mon avatar, même si j'ai eu l'occasion effectivement de créer mon propre jumeau numérique qui me permettrait de pouvoir finalement enregistrer, être en live pendant plusieurs émissions sans que les auditeurs y voient du feu. Fascinant. Merci Nicolas, merci Jade, très belle émission à tous les deux. Bonjour Jade, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et donc, avant de commencer à échanger, je voudrais remettre un peu de contexte sur le choix de ce thème ô combien important pour nous, professionnels de santé, à savoir l'humanisation de l'IA en santé. Est-ce qu'on se dirige vers une interaction plus humaine? Donc on va pouvoir parler d'IA conversationnelle, d'avatars, d'hologrammes, de robots en santé, un programme très très riche. Tout d'abord, quand on parle d'humanisation de santé, de quoi parlons-nous réellement? C'est cette idée en fait de pouvoir finalement intégrer des caractéristiques humaines, à savoir le langage, les expressions, donc verbales, non verbales, et les émotions. Et ça, donc, les intégrer dans des systèmes d'IA de manière à améliorer finalement l'interaction et l'acceptation par les utilisateurs, les utilisatrices, les patients et les patientes. Et donc, l'humanisation de l'IA, finalement, au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, eh ben, elle va prendre la forme soit d'agents conversationnels. Là, en l'occurrence, c'est interagir avec un ChatGPT, par exemple. On l'a vu dans sa nouvelle version. Interagir avec des avatars, donc des avatars des personnages fictifs ou des jumeaux numériques. Je le précisais lorsque j'étais avec Alain dans l'introduction, qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai créé mon jumeau numérique et que je pourrais éventuellement enregistrer plein d'autres émissions en même temps en ayant l'impression que c'est bien moi. Les hologrammes aussi, et puis encore les robots. Et là, pour le coup, c'est un sujet qui va nous intéresser tout particulièrement avec Jade. Et encore une fois, cette idée de permettre toujours cette interaction plus intuitive, mais aussi, et ça, on aura l'occasion d'en parler, empathique avec les patients. Alors maintenant, voyons un petit peu qu'est-ce qu'on entend par agent conversationnel. Donc ces assistants virtuels humanisés, donc ce sont des systèmes d'intelligence artificielle qui vont donc utiliser le langage naturel pour interagir avec les utilisateurs et les utilisatrices, comme par exemple les agents conversationnels médicaux. Alors, on voit bien que l'intérêt de tel agent, c'est de pouvoir finalement bénéficier d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va également vers plus de personnalisation, c'est-à-dire qu'on va avoir des réponses adaptées au profil du patient ou de la patiente. Et par ailleurs, ça va aussi permettre de réduire finalement la charge médicale avec le filtrage finalement des cas avant l'intervention humaine,
un point très important lorsqu'on sait la surcharge auxquelles font face parfois nos professionnels de santé. Et à ces opportunités, bien évidemment, en miroir, il y a aussi les risques. Donc, c'est pour ça qu'il faut... on marche sur des œufs, il faut faire attention. Les erreurs de diagnostic sont possibles. Une mauvaise interprétation des symptômes, encore une fois, c'est possible. Il ne faudrait pas non plus tomber dans une dépendance excessive, se dire que les patients, à un moment donné, pourraient se dire « j'ai plus besoin d'aller voir le médecin ». Ce n'est pas du tout le sujet. Et il y a aussi ce sujet de confidentialité, à savoir, est-ce qu'on pourrait, à un moment donné, aussi manipuler des données sensibles que sont nos données de santé. Les avatars virtuels, donc là, tout d'un coup, on donne un visage, finalement, à ces systèmes d'IA. Donc, c'est donc des représentations numériques anthropomorphiques. Et encore une fois, on peut être dans l'avatar virtuel, mais aussi dans le jumeau numérique, où là, on a véritablement le même visage d'une personne humaine. Et donc, ces avatars vont être utilisés pour interagir de manière, encore une fois, visuelle avec les patients. Et donc, d'injecter finalement un peu plus d'humain dans la relation avec, en termes d'opportunité, un engagement peut-être plus fort, puisque l'interaction est peut-être plus engageante, plus immersive, le fait de pouvoir parler éventuellement à ce type d'avatar. Encore une fois, on aura l'occasion d'en rediscuter. Ça va améliorer probablement aussi la communication, parce que à la parole, on va pouvoir aussi mettre des expressions faciales et des gestes. Et puis aussi se dire qu'on va pouvoir du coup expliquer des procédures médicales un peu complexes, parce que ça va au-delà de la parole. D'un autre côté, on peut imaginer que certaines patientes, à un moment donné, pourraient se dire effectivement, cet avatar, je lui fais entièrement confiance, et on pourrait donc peut-être surévaluer finalement la compétence de l'avatar en fonction notamment de son apparence. Si on donne une apparence de docteur, on a l'impression d'avoir un véritable docteur en face de nous, ce qui n'est pas forcément le cas. On peut aussi avoir un sujet de déconnexion émotionnelle, parce que même s'ils ont une apparence humaine, sont-ils empathiques pour autant? Pas certains. On a déjà une réponse ici à ma droite. Et puis, encore une fois, un sujet d'éthique, bien évidemment, sur l'impact sur les relations humaines réelles dans le cadre thérapeutique. L'hologramme, la santé en 3D, nous l'avons eu avec quelques hommes politiques, pour ne pas les citer. L'aurons-nous demain avec des médecins, des professionnels de santé? Peut-être, avec effectivement cette idée de projeter des représentations 3D, finalement, d'un problème de santé dans un environnement physique du patient, comme typiquement avoir la possibilité, dans les consultations à distance, de ne plus être face à un ordinateur, mais de pouvoir interagir avec l'hologramme de son médecin traitant. Donc là, on est effectivement dans une idée d'un face-à-face, parce que c'est une présence certes virtuelle, mais qui se rapproche du réel, avec la possibilité, encore une fois, de consulter des spécialistes même à distance, sans que ces spécialistes viennent. On imagine une opération très particulière, avec un professionnel, un expert qui serait basé dans le sud de la France et qui pourrait intervenir dans une salle à Paris ou dans le nord de la France. Et puis, un intérêt certain aussi dans la formation, avec notamment la possibilité de pouvoir avoir ce type d'avatar lors de cours magistraux. Probablement que ça renforcerait l'engagement. Bien évidemment, le coût, il n'est pas neutre. Le coût est relativement élevé pour le déploiement de ce type de technologie. Il y a un risque de fausse perception de présence. Donner l'impression qu'on interagit avec un humain alors qu'on interagit finalement avec un hologramme. Et puis, les limites technologiques, on va pas se mentir, aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut passer des temps de latence quasi nuls, avec des niveaux de connexion vraiment top. La 5G, probablement, va peut-être permettre d'aller un peu plus loin. Et je vais finir enfin avec les robots humanisés, donc des machines qui peuvent être dotées ou pas d'une apparence, ou en tout cas d'un comportement qui va imiter ceux des humains, ou pas, encore une fois, dépendamment du rôle qu'on veut lui donner, de manière à interagir avec les patients, comme on peut le voir avec certains robots assistants qui arrivent aujourd'hui dans les hôpitaux ou en EHPAD. Avec, là, clairement, ça présente pas mal d'opportunités, donc une assistance physique, c'est-à-dire que le robot peut aider le patient dans des tâches quotidiennes,
On le voit, certains robots qui amènent notamment certains médicaments, donc ce qui évite de monopoliser une ressource humaine qui, elle, peut se consacrer à une autre tâche, par exemple. On le voit dans certains hôpitaux. Le robot compagnon aussi, qui apporte un véritable support émotionnel. Et je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en parler avec notre invité. Des robots qui sont aussi capables de réaliser donc, des tâches répétitives, et donc ça va finalement aussi permettre d'aller vers une plus grande efficacité opérationnelle. Et par ailleurs, il y a certaines tâches aussi qui sont à risque, certaines manipulations, donc le faire par un robot, effectivement, peut mettre moins à risque des humains. D'un autre côté, encore une fois, il y a toujours des risques, et on insiste là-dessus. Bien évidemment, on n'est pas là pour en faire une promotion sans regard critique, mais le risque, c'est une forme de dépendance émotionnelle. On pourrait imaginer des patients développer une sorte d'attache excessive au robot, et donc au détriment des interactions humaines, et on sait que c'est primordial, notamment dans les rapports, les relations entre les professionnels de santé et les patients et les patientes. Une perte de contact humain, est-ce que ça veut dire, si à un moment donné, est-ce que c'est aussi donner la possibilité, malheureusement, d'avoir moins de contact humain parce que des robots peuvent faire beaucoup de choses à la place des humains? Question aussi éthique, parce qu'à un moment donné, on doit aussi se demander, on doit s'assurer en fait d'avoir le consentement finalement du patient qui peut être soigné par une machine. Il faut qu'il l'accepte, donc l'acceptance aussi. On aura l'occasion, à mon avis, d'en parler également. Et puis il y a des coûts, bien évidemment, qui sont associés à tout cela. Je voudrais présenter juste quelques exemples. Et puis ensuite, on pourra rentrer dans le vif du sujet. Vous avez le Bot Health. Donc c'est un exemple américain. On est ici sur un robot, donc un agent conversationnel qui a été conçu donc, pour la santé mentale et qui va donc offrir un soutien émotionnel. Et on voit clairement l'impact direct, immédiat. C'est clairement une amélioration de l'expérience entre les patients et la machine. Et puis surtout, se dire, j'ai la possibilité d'avoir un soutien de santé mentale toujours disponible, H24, 7 jours sur 7. Je me permets de vous diffuser un petit extrait de la vidéo. Autre exemple, en Chine, comme vous le savez, il se passe beaucoup de choses en la matière. Et on a appris l'ouverture récente d'un hôpital IA. Baptisé d'ailleurs Agent Hospital, qui a été mis au point effectivement par des chercheurs de l'université de Tsinghua, où vous avez des patients virtuels qui vont être traités par des médecins d'IA. Donc on est complètement dans le virtuel. Des patients virtuels, c'est-à-dire des patients qui ne sont pas là physiquement, mais qui consultent à distance, et donc qui sont traités eux-mêmes par des médecins d'intelligence artificielle. Et c'est assez incroyable, en fait, les chiffres qui nous sont communiqués, à prendre peut-être avec quelques pincettes, mais il semblerait que les médecins peuvent traiter jusqu'à 10 000 patients en quelques jours seulement. Clairement, c'est une tâche qui prendrait au moins quelques années des médecins humains, avec un taux de précision quand même de 93%. Donc encore une fois, attention, mais c'est intéressant. Et pour celles et ceux qui sont intéressés effectivement par ces sujets, je vous invite à suivre l'évolution de cet Agent Hospital et voir comment celui-ci va évoluer. Dans tous les cas, on le voit d'ores et déjà, l'humanisation de l'IA clairement présente de nombreuses opportunités. Non seulement pour améliorer les soins, mais il est évident qu'il faut aborder quand même ce sujet avec un maximum de prudence, de manière justement à éviter un risque de déshumanisation et d'érosion de la confiance. On le sait, en santé, la confiance est capitale. C'est finalement le principal asset. Donc, il va falloir faire en sorte de ne pas venir ternir cela. Et par ailleurs, on se rend bien compte, et d'ailleurs, je vais en profiter pour rentrer tout de suite en discussion avec Jade, qu'il y a cette idée de trouver le bon équilibre entre l'utilisation de ces technologies
et se rappeler aussi de l'essence humaine dans les soins médicaux. Est-ce que déjà vous voudriez réagir à cela, à cette idée de trouver ce juste équilibre? Finalement, dans tous les cas, ça reste toujours le sujet, de trouver l'équilibre, de ne pas être dans une situation trop excessive, mais de voir quand même les opportunités que cela peut offrir. Une réaction peut-être. Mais, pardon, j'ai pas pris assez d'eau ni de café. Entièrement d'accord en fait avec vous. Et je pense que pour toute technologie et pour toute question en fait, et ça dépasse même le champ de la médecine, l'intérêt c'est quel est l'équilibre qu'on peut trouver, jusqu'où est-ce qu'on met de la technologie pour nous en fait garder notre humanité et puis la maîtrise de ce que nous faisons aussi. Je dis toujours que je fais de la robotique parce que j'aime profondément les humains. D'accord. Et c'est intéressant. Toutes les personnes que je connais qui font de la robotique ont les mêmes envies que moi, ont les mêmes enjeux que moi. On le fait pour aller soulager les humains de tâches qui sont difficiles, qui sont répétitives, qui sont chronophages et à faible valeur ajoutée. Et du coup, c'est là, en fait, qu'on pense cette technologie. Et c'est aussi là, moi je voyais beaucoup de choses dans ce que vous avez dit au niveau du diaporama et qui rejoint aussi le côté comment est-ce qu'on peut se faciliter la vie. Oui, c'est vrai. Je pense au corps médical, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'actes de soins qui sont faits pendant la journée, il y a aussi beaucoup d'actes qui ne sont pas du soin. Et la question, c'est quelle est la proportion qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on veut garder, nous, en tant que professionnels, et qu'est-ce qu'on est capable, et qu'est-ce qu'on a envie d'aller déléguer à des choses qui le feront mieux que nous, sans doute. Et alors du coup, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, selon vous, comment voyez-vous finalement le rôle actuel de ces systèmes d'IA et je parle bien évidemment d'IA, pas uniquement générative, pas uniquement les LLM et ChatGPT qu'on connaît par cœur, et technologies aussi de robotique justement dans le secteur de la santé. C'est tellement vaste. Oui. La semaine dernière, je discutais avec une jeune entreprise française qui fait de l'IA pour aider au diagnostic de cancer sur des plaquettes de tissus qui ont été prélevées puis analysées. Donc là, alors c'est pas mon champ d'expertise du tout, donc c'était des acronymes à 2 ou 3 lettres. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'était la relation en fait entre le personnel, donc les soignants, et cette IA. Parce qu'au final, cette IA, elle va pas faire toute seule le diagnostic. Elle va aller aider au diagnostic, et avec une précision de 99%. Là où, en fait, tout seul en tant qu'humain, on est une précision à peu près 70%. À peu près. D'accord. Et donc, en fait, c'est là où on voit l'intérêt de passer le relais sur les cas qui sont difficiles ou même sur les cas qui sont très, très simples pour pouvoir avoir une bonne collaboration, en fait, entre les personnels de santé et puis les IA. Et ça, c'est valable sur tous les champs. C'est valable aussi sur les robots chirurgicaux qui ne peuvent exister que parce qu'en fait, il y a aussi un humain derrière aux manettes. C'est le robot qui va aller accompagner en fait le chirurgien dans sa chirurgie, qui va lui apporter plus de précision, moins de tremblements, parce qu'en fait on a tous les mains qui tremblent un petit peu, plus ou moins, moins de tremblements, et puis du coup des chirurgies qui sont plus précises, qui sont moins invasives aussi pour le corps humain du patient. Donc en fait c'est ça qu'on doit aller rechercher, c'est cette symbiose entre le personnel soignant qui va pouvoir faire encore mieux ce qu'il fait déjà, avec moins de charge cognitive aussi, avec moins de charge physique, avec moins de charge émotionnelle parfois également, et puis aussi l'IA qui va du coup aller apporter, qui va aller les seconder. D'accord. Donc c'est la grande tendance actuelle, c'est comment est-ce que je peux augmenter ce que je fais de manière intéressante et intelligente avec de l'IA. Parce que l'IA ça a un coût, qu'il soit financier, mais aussi en termes de ressources, en termes de ressources énergétiques. L'IA, ça fonctionne avec des données qui sont dans des data centers. Les data centers, ça refroidit avec de l'eau, et puis l'électricité, ça vient du carbone, parce que les data centers, ils sont majoritairement dans des pays à énergie très carbonée. Et donc, du coup, la question, c'est aussi comment est-ce que j'arrive en fait à faire tout ce mix-là par rapport à un humain qui carbure à du café. D'accord. Café dont l'extraction nécessite aussi des ressources. Non, dans 15 ans, on ne boira plus de café. On boira plein de substituts au café, mais profitons de nos dernières tasses de Nespresso. Et est-ce que, sur la base de votre expérience et des échanges que vous avez avec vos différents membres donc, de ce réseau Proxinov, vous voyez quand même comment ces systèmes d'IA que l'on intègre, notamment que l'on peut intégrer à des robots, par exemple,
Est-ce que ça peut modifier aussi la relation finalement, entre les patients et le corps professionnel, les professionnels de santé? Alors, je crois que je vais avoir une double réponse. Très bien. Ça fait longtemps, je trouve, que la relation entre patients et corps professionnel est différente, notamment parce qu'avant l'IA, il y avait Internet. Oui. Et donc, du coup, l'accès aussi à la connaissance, qu'elle soit vraie ou fausse, parce que tous les sites ne se valent pas sur la connaissance. L'accès à la connaissance a aussi modifié la relation avec le personnel soignant, et pour la majorité des cas, pour du bien. C'est-à-dire qu'en tant que patient, pouvoir comprendre ce qui nous arrive, pouvoir savoir ce qui va nous arriver dans un futur proche, mieux comprendre ses interventions, etc., c'est intéressant. Et ce n'est pas forcément du temps que peut octroyer le professionnel de santé. Du coup, la relation, elle est déjà modifiée, de base. Et donc ensuite, tous les nouveaux services, que ce soit des services de prise de rendez-vous en ligne où on peut ensuite dialoguer avec le médecin, faire de la télémédecine, envoyer des documents, ou des services plus évolués, notamment d'IA, pour faire du chatbot, vous en parliez, soutien émotionnel. Oui. Il existe donc des sociétés en France qui font du chatbot aussi pré- ou post-opératoire, pour offrir ce soutien émotionnel aussi aux patients, parce qu'en fait, c'est un bouleversement, on touche au corps, on touche à la santé, on touche à l'intime. Donc c'est un grand bouleversement et en général le patient est assez démuni. Donc il y a toute cette relation qui se bouleverse avec de la technologie, parfois aussi avec des supports humains, plus ou moins bienvenus. On le voit dans les hôpitaux, il y a pas mal de services en fait qui se mettent en œuvre. C'est pas que l'IA, mais c'est tout ce que la technologie peut offrir aux patients et qui change aussi la donne entre la relation soignant-patient. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce changement de donne, ça soit dans l'intérêt du soignant tout autant que dans l'intérêt du patient? Que ça soit la bonne information qui soit délivrée au patient, qu'elle soit fiable, qu'elle soit sourcée, qu'elle soit scientifiquement vraie, qu'elle soit délivrée avec le bon ton émotionnel. Voilà. Je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu l'annonce d'une maladie grave de manière un peu abrupte. Bonjour madame, vous avez un cancer. Voilà. Non, bonjour madame, vous avez un mélanome. Donc ensuite, on doit rechercher c'est quoi un mélanome. Et du coup, comment est-ce qu'on fait en sorte que tout ce parcours-là soit plus intéressant à la fois donc pour le soignant, c'est-à-dire que je suis peut-être plus efficace, je suis accompagné, je peux donner plus de précision à mon patient sans que ça mette en danger ma posture aussi de soignant et de sachant. Et du côté du patient, je reçois la bonne information, je suis rassuré, je suis émotionnellement pris en charge. Et ensuite, mon accompagnement, même en dehors du parcours de soins classique, peut continuer et je peux continuer à être rassuré. Parce qu'en général, quand on a besoin de ce soutien aussi, c'est que la maladie, elle n'existe pas juste à l'intérieur du cabinet ou de l'hôpital, elle est aussi présente dans ma vie de tous les jours, mais le médecin, lui, ne l'est pas. Le personnel soignant ne l'est pas. Donc comment est-ce que je peux continuer à faire un parcours de soins qui ait du sens? Et quand je vous écoute, finalement, j'y vois quand même une véritable opportunité de véritablement humaniser davantage finalement la relation grâce à ces technologies d'IA et robotique, et non le contraire, finalement. C'est ça, finalement, l'enjeu. Mais c'est l'enjeu du futur souhaitable. La ça. question, c'est est-ce que c'est le futur qu'on nous réserve? Oui. Et alors là, du coup, il faut, côté patient et côté soignant, taper du poing sur la table pour dire c'est ce futur-là qu'on veut. Ok. Voilà. Et c'est ce que vous entendez aujourd'hui? Moi, c'est ce que j'entends aujourd'hui. D'accord. Globalement, les sociétés qui font partie de Proxinov et qui travaillent aussi dans les milieux de santé, il y en a beaucoup, notamment pour aller décharger aussi le personnel soignant de plein des milliers de pas que vous faites chaque jour, par exemple, dans un hôpital, pour aller porter des médicaments, pour aller porter du linge, pour aller porter des repas. Ça, c'est des tâches, des robots peuvent le faire. Et en fait, les hôpitaux sont des très bonnes infrastructures pour les robots. Vu que c'est des très bonnes infrastructures pour des lits médicalisés et des fauteuils roulants. Donc globalement, les robots, ça va. Allez-y. Ouais. Et du coup, en tant que patient, il faut aussi faire attention parce que la société est pleine de biais. Donc les humains sont biaisés, donc les IA sont biaisés, parce que les IA sont entraînées à partir des données des humains. Typiquement, moi, quand je prends un rendez-vous médical, moi, je suis grosse. Et donc, en général, avant que je dise mes symptômes, je viens pour une grippe. Madame, il faudrait que vous perdiez du poids. Ouais, mais je suis pas là pour ça. Donc la question, c'est quelle partie du biais du corps médical on est en train aussi d'injecter dans les IA pour pas que l'IA, quand moi je viendrai la voir pour une téléconsultation, comme ce qui se passe en Chine, là, me dise, avant même que je dise, moi j'ai la gorge qui gratte, etc. Madame, tout d'abord, pour votre santé, perdez du poids. D'accord.
Voilà. Donc il y a plein de sujets en fait dont il faut qu'on s'empare sur Et les- là, en l'occurrence, c'est le l'émotion, travail des sur humains. les biais. Exactement. Le travail des Une humains. IA, ça se fait pas mal. Oui, mais Une voilà. IA, ça se fait avec des humains, ça Tout se à fait fait. avec de la donnée. Et donc toute la question, c'est quelles données on veut, quels humains on veut, pour quelle IA. Mhm. Voilà. Avec, encore une fois, on le voit, des enjeux de formation immenses. Exactement. C'est Exactement. Formation du corps Ouais. soignant. à tout niveau, quel que soit Exactement. finalement le rôle Mhm. Tout à fait. du professionnel de santé. Exactement. Et pas juste à l'IA, à la technologie dans son ça. ensemble. Et au changement de société aussi. Les patients d'hier ne sont pas forcément les patients de demain. Ouais. Les attentes sont différentes. Il faut faire attention aussi à ce que les sociétés technologiques n'aillent pas trop vite par rapport au personnel soignant, Oui. pour qu'ils répondent très très facilement à ces attentes-là et qu'ensuite les soignants se sentent aussi délaissés. Maintenant, c'est un sujet effectivement intéressant. Je me permets de rebondir sur ce point-là parce que vous le disiez, effectivement, on voit bien que ces systèmes d'IA que l'on va embarquer dans des robots physiques, enfin des robots, ou voire même des agents conversationnels, ou peu importe, vont pouvoir effectivement alléger la charge de travail des professionnels. Mais ce que j'imagine quand même qu'il y a des professionnels de santé qui se disent, est-ce que finalement il ne va pas venir me remplacer, ce robot? Je pense que pas. Voilà. Ou alors augmenter la charge aussi. Augmenter la charge peut-être aussi, oui. On s'est tous dit à un moment donné, grâce à la visioconférence, on va pouvoir s'alléger la charge. Et dans les faits. Notre journée, on aura plus de temps pour faire autre chose. Et puis en fait, non, on passe nos journées à faire des visioconférences. Enfin, moi, j'ai un travail de bureau. Je passe ma journée à faire des visios. Alors qu'au final, c'était un système qui était censé me dégager du temps. D'accord. Donc la technologie est toujours détournée de son usage, Ouais. globalement. Et on a toujours des effets de bord qui sont imprévus. Typiquement, personne n'aurait pensé qu'un stylo bic puisse aller dégager la trachée si on est dans un environnement extrême et qu'on est piqué par une guêpe. Oui. Voilà. Donc, toute technologie va être détournée de son usage. La question, elle est comment est-ce qu'on fait en sorte de se l'approprier avant que ça soit détourné de son usage et de faire en sorte qu'on ne soit pas remplacé par cette technologie parce que nos compétences évoluent aussi. Et donc là, on revient sur l'enjeu de formation. Formation et d'accompagnement. Exactement. Et sur l'enjeu d'accompagnement où en fait, ça va nous permettre de mieux accompagner les êtres humains. Et du coup, il faut en être conscient. Il faut faire la place pour ça. Et du coup, il faut aller se concentrer aussi sur ce qui fait la valeur ajoutée de notre métier de soignant. Et en fait, la valeur ajoutée du soignant, c'est quoi? C'est l'humain. Oui. C'est ce qu'on est capable de faire en fait de personne à personne. C'est l'écoute, c'est la compréhension. C'est aller au-delà d'un symptôme pour aller chercher en fait quelles sont les conditions qui ont fait que ce symptôme existe. Peut-être aller creuser un petit peu plus loin. L'IA, elle ne saura pas faire ça. L'IA, vous venez 3 fois la voir en fait pour le même souci. Elle n'aura pas détecté que entre la première et la deuxième fois, vous avez changé une habitude alimentaire. Vous avez un petit tic en plus. Vous vous exprimez différemment. Elle n'aura pas cette compréhension fine en fait de l'humain qu'un soignant va pouvoir avoir. Donc, du coup, c'est là que c'est intéressant. On peut se focaliser enfin sur l'humain. On peut prendre le temps avec son patient. Mais du coup, il ne faut pas se laisser guider trop fort par la technologie non plus. Très, très Et intéressant. c'est quelqu'un qui fait de la robotique qui dit ça. Oui, bien sûr. Non, c'est très intéressant, d'autant plus qu'on voit apparaître de plus en plus d'IA conversationnelles comme celle qu'on a montré un exemple sur les sujets de santé mentale. Ouais. Gros sujet dans le monde entier, qui est devenu un sujet, là pour le coup, pas à cause ou grâce à la Covid, mais effectivement, c'est un sujet dont on parlait quand même peu avant 2020. Et depuis 4 ans, ça reste effectivement un gros sujet. Et donc, on voit aussi arriver des agents conversationnels. Je pense à je ne sais pas si vous connaissez, hume.ia. J'invite les personnes qui regardent cette capsule de com à aller voir ce que fait hume.ai. Et du coup, on échange avec un agent conversationnel, mais qui va aussi, ça se fait par le biais de la voix, et donc en fonction du ton de la voix, qui est capable de discerner si les choses vont bien ou si au contraire on a un petit souci dont on a du mal à parler. Enfin voilà, est-ce que c'est aussi ça l'avenir de la santé, d'arriver quand même justement si finalement on veut faire en sorte que l'IA participe à plus d'humanisation, de plus d'humain, il y a aussi cette notion d'empathie, donc être capable de se mettre à la place d'eux. Oui. Est-ce que fondamentalement, une IA, un robot pourrait le faire? Enfin, est en mesure de le faire? Je ne crois pas aujourd'hui. On n'en est peut-être pas encore là, mais il y a cet enjeu, il n'est pas neutre.
Eh ben, en fait, quand on s'exprime en tant qu'humain, on est hyper nuancé. Oui. On utilise l'ironie, on utilise le double sens, le contresens, Surtout les Français. phrases, des antonymes. Ouais, ça existe dans toutes les Oui, langues non, mais, au final. mais c'est vrai que... Même les langues du cliquis. Et donc, globalement, on est très compliqué à comprendre. Oui. Donc, les IA, en fait, comme ce que vous voyez, elles vont pouvoir détecter des choses très profondes. C'est un mal-être très fort. D'accord. Si vous faites des blagues, notamment, en fait, beaucoup de personnes qui sont dépressives sont quand même capables de maintenir une façade. C'est ça, Ils tout sont à fait. capables de fonctionner normalement pendant un certain temps, de faire des blagues, etc. Alors même qu'elles sont en grande dépression. Ouais. Et en fait, ça, c'est pas détectable. C'est pas détectable par une IA parce que l'IA va se baser sur un court laps de temps et sur une interaction classique. Et du coup, ça va fausser en fait toute l'analyse. C'est pour ça que c'est intéressant ces applications parce que ça peut permettre d'avoir un premier niveau et avec des premières questions, etc. Ça peut permettre de poser un pré-diagnostic. Mais il ne faut pas juste se baser sur ces applications parce qu'elles vont pouvoir détecter des cas qui sont extrêmes et peut-être sans doute rassurer les personnes aussi. Mais il faut directement en fait qu'un humain puisse prendre le relais. Parce qu'en fait, la santé mentale, c'est quelque chose de complexe. Oui. C'est un processus qui est long. C'est un processus qui est éminemment humain. Dans ce cas, en fait, le personnel soignant doit aussi avoir la part belle, en fait. Mais je pense que ces applications d'IA peuvent permettre aussi de dédramatiser le fait de faire appel aux professionnels de santé. Parce que pendant longtemps, en fait, ça a été un stigmate. Bien sûr. Ça l'est encore. Ça l'est On encore. n'ose pas forcément y aller. Faire le pas. C'est ça. Et du coup, se confier à son téléphone, c'est quand même beaucoup plus simple que se confier à un être humain. Ouais. Parce que le téléphone ne juge pas. Voilà. Et donc, c'est la première étape. Pas encore. C'est ça. Enfin, le téléphone, c'est comme la voiture, il ne juge pas. Il peut donner l'impression de juger. Juger. L'IA peut être programmée pour qu'on ait l'impression qu'elle nous juge, mais en fait, elle ne nous juge pas. Hein. C'est du silicium et puis c'est du métal et du verre. Oui, tout à fait. Mais par contre, ça peut vraiment faire passer la première marche. Donc, ce qui est intéressant, c'est que derrière, un professionnel de santé puisse prendre le relais pour pouvoir continuer le parcours de soins. Ok. C'est très intéressant parce que ça rejoint ce qu'on a pu échanger notamment avec notre précédent invité, Luc Julia, où effectivement, c'est comment ces systèmes d'IA, qu'ils soient représentés sous la forme de robots, d'agents conversationnels, finalement, peu importe, tout au long du parcours patient, sont là, vont venir effectivement aider les problèmes de santé, les humains en l'occurrence, et faire en sorte de mieux s'occuper finalement du patient ou de la patiente. Tout à fait. Et donc, si on devait faire passer un message, c'est en s'adressant aux professionnels de santé, c'est appropriez-vous en fait ces technologies parce que finalement c'est une réelle opportunité d'aller vers une santé plus souhaitable, en tout cas ce que vous disiez, un futur plus souhaitable en matière de santé. Et je suis pas certain quand même qu'on en soit tous là. En tout cas, je pense qu'il y a aussi un travail quand même. On est au début. On est au début parce que on voit quand même encore beaucoup un peu de peur. Il y a beaucoup de fantasmes aussi par ailleurs. Mais c'est donc comment faire en sorte de justement parvenir à rassurer le patient, la patiente que tout cela finalement va dans son sens et est au service d'eux. Je pense qu'il y a des enjeux très importants et que finalement la tech doit aussi se rapprocher de professionnels des sciences humaines justement. Tout à fait. Oui. J'ai commencé ma carrière professionnelle il y a 15 ans. D'accord. Avec un projet de recherche qui se faisait à la PHP, Oui. au Living Lab de Broca. Et donc, c'était très intéressant parce que ce Living Lab permettait justement de mettre en relation des professionnels de santé, notamment des psychologues, des patients. Là, on était sur une population plutôt troisième âge, et des chercheurs en robotique, en IA, mais pas que. Et donc, c'était intéressant parce qu'en fait, si on n'avait pas croisé en fait, les regards entre personnel de santé, patients, et nous, chercheurs, on n'aurait jamais pu aboutir aux bonnes solutions derrière. Donc, c'est un Living Lab qui existe encore, et donc je ne peux qu'encourager les professionnels de santé à se rapprocher des chercheurs, des patients pour construire en fait
les solutions du futur dont eux ont besoin, qui seront acceptées par les patients et qui pourront être faites par les entreprises technologiques. Et j'imagine qu'on a aussi peut-être des idées reçues, en fait, où on pense que certains publics, notamment les personnes plus âgées, pourraient montrer une certaine réticence à côtoyer ces machines. Et en fait, non. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je dis toujours, être réfractaire à la technologie, c'est une question d'état d'esprit, c'est pas une question d'âge. Et donc, j'avais la chance j'ai eu la chance de voir que ces personnes âgées, qui étaient donc recrutées parmi le pool de patients de l'hôpital, utilisaient la Wii pour faire des exercices physiques, des exercices cognitifs, chausser des lunettes de réalité virtuelle, dialoguer avec des robots. Et donc, effectivement, quand on leur introduisait une nouvelle technologie, il y avait une petite phase, je dirais pas d'appréhension, mais de questionnement. Et donc, en fait, c'est comme tout, c'est comme tous les nouveaux outils. Si vous optimisez cette phase de questionnement pour faire en sorte de présenter ce que vous êtes en train de faire, pourquoi, et en fait d'accompagner le patient, vous en tant qu'humain, accompagner le patient à cette adoption de nouvelles technologies, en général, tout se passe très bien. Voilà. Et donc, moi, j'ai vu des beaucoup plus jeunes et bien plus réfractaires, en fait, de faire des exercices physiques sur la Wii dans le cadre d'un programme médical que des personnes qui avaient entre 75 et 82 ans. D'accord. Encore une fois, on voit les enjeux de formation. Tout à fait. Ils sont énormes. Ils sont énormes. Ouais. Est-ce qu'on a pris conscience de cela? Vous, typiquement, dans le cadre dans votre réseau, est-ce qu'aujourd'hui, les membres de votre réseau se rendent compte à quel point les enjeux de formation finalement sont énormes? Et comment est-ce que d'ores et déjà vous voyez des solutions? Est-ce que vous avez des recommandations justement pour embarquer un maximum de personnes et comprendre l'importance, la nécessité de se former? Je ne sais pas si je vais réussir à répondre correctement. Oui. C'est un énorme enjeu. Oui. Je sais que le gouvernement accompagne énormément, parce que dans le cas de France 2030, en fait, il y a des poches de financement spécifiques pour le montage de formation pour l'avenir. Je sais que dans certains secteurs s'en sont emparés directement. Mais néanmoins, un peu moins le secteur de la santé, ce qui est dommage. D'accord. Ouais. Donc, il y a sans doute quelque chose à faire. Okay. Rapprochez-vous de vos conseillers France 2030 et BPI pour aller monter des formations. Il y a des financements. Oui. Ça ne finance pas tout, mais ça finance quand même une très très belle partie, notamment des équipements. Donc moi je dirais, allez-y, il y a plein de choses à faire. Et effectivement, le sujet de la formation est un sujet qui est sur toutes les lèvres. Mais par contre, les cordons de la bourse sont compliqués à se détendre parce que ce sont des sujets onéreux et sur le long terme. La formation, ça ne se monte pas comme ça. Ouais. Mais plus que la formation, ce qui peut commencer à être fait, c'est de l'acculturation. Oui. C'est-à-dire faire en sorte que le personnel soignant côtoie le plus possible ces nouvelles technologies. C'est ça. Je continue sur mon exemple de la PHP. Dans le panel de technologies qu'on utilisait, on avait un petit robot qui avait la forme d'une grosse peluche de phoque. C'est un soutien émotionnel pour les personnes âgées qui sont atteintes d'une démence légère. Et donc ça permet en fait de refaire le dialogue entre le patient et le soignant par le biais de la peluche. Parce qu'on parle vachement plus facilement un animal de compagnie qu'on caresse plutôt de façon soignée. Ouais. Voilà. Et donc le directeur de service était assez réfractaire. Elle n'avait pas du tout envie de voir ce robot dans son service. Malgré les... Même sous la forme d'une peluche. Même sous la forme d'une peluche. C'est une grosse peluche. Oui, c'est ça. Même sous la forme de la peluche et malgré les excellents résultats qu'obtenait l'équipe soignante. D'accord. Sauf que, à un moment donné, il a été aperçu en train de négligemment caresser le petit robot phoque en passant devant, alors que c'était quelqu'un de plutôt très, très austère. Okay. Et donc, en fait, c'est juste au fur et à mesure qu'il côtoyait, il a fini par intégrer, en fait, l'aspect bien-être que produisait ce petit robot peluche. Et il l'a intégré pour lui, il a fini par faire en sorte que ce soit aussi quelque chose de son quotidien. Ça a mis quelques mois, mais... C'est génial. J'aime beaucoup cette anecdote. Ah ouais. Et donc, c'est le robot Paro, qui est énormément utilisé en fait pour des essais menés par des laboratoires en lien avec des hôpitaux un peu partout dans le monde. Ouais. Et j'ai aussi en tête des exemples de robots qui accompagnent notamment
des enfants Oui. atteints, par exemple, D'autisme. d'autisme, enfin du trouble du spectre de l'autisme, Oui. tout à fait, et que j'ai pu suivre sur les salons tech. Et donc, voilà, c'est vrai que il y a autant d'exemples qui vont quand même dans le sens qui tendent à démontrer que le couple robot, encore une fois, quelle que soit sa forme, L'incarnation dans voilà, un objet. l'incarnation dans un objet, donc Ouais. l'objet avec l'être humain, ça peut quand même très très bien fonctionner. Mais en tant qu'être humain, on s'attache à nos objets. Il y a des gens Oui. qui donnent des noms à leur voiture. C'est vrai. On est extrêmement attaché, moi, docilement à nos téléphones. Si je prends votre téléphone et que je le balance par terre, vous allez voir une réaction émotionnelle très forte. Voilà. Et pas juste parce que ce téléphone, c'est la matérialisation de vos emails, de vos photos, etc. Mais parce qu'en fait, on est attaché à cet objet. Ouais. On est programmé pour s'attacher aux choses qui nous entourent. D'accord. Et donc, si la chose réagit, clignote, fait des sons quand on a des interactions avec elle, ça renforce en fait notre capacité d'attachement. Donc, à partir du moment où on est attaché, on peut aussi avoir une relation différente avec l'objet, mais avec aussi le monde qui nous entoure. Ok. Donc clairement, le message, n'ayez pas peur de ces objets, mais apprenez finalement à travailler avec ces nouveaux collaborateurs, C'est ça. ces nouvelles collaboratrices, si certaines personnes souhaitent leur donner un genre. Très très intéressant, non, c'est fascinant parce que ça permet de voir en fait que le sujet là, dont on parle aujourd'hui, à savoir l'humanisation de l'IA en santé, en fait, il est adressé à travers les différents exemples que vous montrez, et je trouve ça plutôt encourageant. En tout cas, c'est un discours qui fait du bien. Et comme il y a une dimension un petit peu philosophique finalement dans nos échanges, j'aimerais, selon vous d'ailleurs, qu'est-ce qui rend un soin humain? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la compétence technique ou c'est l'empathie? Et donc du coup, encore une fois, la machine, l'objet, l'incarnation de cette intelligence augmentée, pour reprendre les termes encore une fois de Luc Julia, qui se refuse à parler d'intelligence artificielle. J'aime beaucoup, c'est très bien, c'est très très bien. Est-ce que ça peut combler cette dimension? Est-ce que ça peut, ouais. On n'aurait jamais dû choisir le terme intelligence artificielle quand la discipline a été inventée. Okay. C'est une erreur. Mais donc, je vais dans le sens de Luc et pour... si John Marcati nous écoute, puisque c'est l'un des premières personnes à avoir donné ce nom, on vous en veut un tout petit peu. Ouais. Bon, voilà, le message est passé. Énormément. D'accord. Pour répondre à votre question, c'est l'éternel débat entre la forme et le fond. C'est ça, oui. C'est est-ce qu'on privilégie la forme, est-ce qu'on privilégie le fond? Je vais faire une réponse de Normande. Très bien. Voilà, c'est ni l'un ni que vous l'autre. n'êtes pas. Un peu comme ça. Quelques ancêtres. D'accord. Voilà. J'ai des ancêtres partout en France, c'est trop pratique. C'est ni l'un ni l'autre, c'est la combinaison des deux en fait qui fait que le soin est un bon soin. C'est la combinaison entre la technique et l'humanité. Ouais. C'est comme si je vous demandais, votre chaise, vous l'avez choisie parce qu'on pouvait bien s'asseoir confortablement dessus, parce qu'elle était jolie. Oui. Ben, en fait, elle est les deux. Elle est à la fois jolie, elle est agréable et elle offre un bon soutien lombaire. Et ben, en fait, le soin, ça doit être la même chose. D'accord. Ça doit être la bonne chaise pour la bonne personne. Donc, savoir juger aussi, parce que tous les patients n'attendent pas le même niveau d'empathie. Et donc, c'est aux soignants aussi de réussir à juger quel est son niveau d'empathie à aller apporter au patient pour que le patient soit satisfait de son soin. C'est pas juste une performance technique, on n'est pas juste là pour se faire arracher une dent. Oui. On est aussi là pour se faire conseiller sur son hygiène bucco-dentaire, pour avoir aussi un petit peu de douceur aussi dans ce monde de brut. D'accord. Et la machine, parce qu'on va parler de machine, finalement, elle peut jouer aussi ce rôle, finalement, de combiner ces deux expertises à la fois très humaines, donc l'empathie, et technique. Elle le fera, mais mal. Elle le fera mal. Elle le fera, mais mal. D'accord. Et c'est là où on arrive, en fait, dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, où, en fait, globalement, il y a une inadéquation entre ce qu'on peut attendre d'une machine et puis ce qu'elle va nous apporter. Et du coup, ce qui résulte d'un profond mal-être aussi humain. C'est-à-dire que quand on attend trop d'une machine et qu'elle n'est pas capable de nous le rendre, ou notamment quand on pose une question à un robot humanoïde, par exemple, on va dire un paper, puisque
J'imagine tout le monde les a vus dans les pubs de Renault, sur les événements, sur les scènes. Ouais, quand on lui pose une question et puis qu'il en regarde avec ses grands yeux en disant « j'ai pas compris Ouais. ». Là, on arrive sur quelque chose d'assez désagréable. Ouais. Et en fait, il faut que dans le soin, on n'ait pas ce côté désagréable. Donc, plus on peut laisser aussi le côté humain aux soignants, parce qu'en fait, ce sont des humains aussi, donc ils devraient mieux savoir le faire. Mais là, pareil, il faut se former à cet aspect de prise en charge humaine, émotionnelle, etc. Mieux ça sera. D'accord. Et laissons la machine faire de la technique, mais pas sans humain derrière. Ok. Voilà. Le robot Da Vinci, il n'opère pas tout seul. Non, c'est... Ouais. Parce qu'aussi, il y a une responsabilité de soignant. Ouais. Et donc, effectivement, sa compétence est uniquement technique, en l'occurrence. C'est ça, sa compétence est technique, et c'est très bien. C'est très bien. Voilà. D'accord. Mais par contre, après, pour aller bouger le patient de sa chambre à la salle d'opération, c'est possible que ça soit pas un humain. C'est pas grave. Ouais. Si c'est pas un humain. Pour aller apporter son repas à un patient, c'est pas grave. Pour aller faire une prise de sang, c'est une vraie question. Des robots qui vont exister très bientôt, qui seront capables de faire une prise de sang. Sans doute beaucoup mieux que beaucoup de personnes, parce que savoir voir la veine à travers la peau, le robot avec ses capteurs très particuliers pourra le voir plus facilement. Donc, mais par contre, tout l'accompagnement, le côté très rassurant dont on a besoin. Moi, par exemple, je stresse énormément sur la prise de sang. C'est complètement irrationnel. Je sais que c'est pas grave. C'est probablement pas le robot qui va venir vous rassurer. Eh bien, exactement. Mais par contre, c'est très bien s'il y a un humain à côté qui me rassure et qui me parle aussi de la suite des choses. Parce qu'en général, je sais que je fais une prise de sang, mais pas trop pourquoi. Donc, finalement, si j'en reviens à ce parcours du patient, à partir du moment où, tiens, j'ai un problème, et puis tout ce que je vais faire par la suite, on voit qu'il va y avoir des moments où la présence de la machine, encore une fois, peu importe sa forme, fait du sens. C'est vrai. Et donc, à ces moments-là, faisons en sorte qu'elle soit la plus humaine possible, entre guillemets. Mais dans tous les cas, la présence d'humain, véritable, est absolument indispensable. C'est ça. Mais et donc, travaillons encore une fois à travailler ce duo, finalement. C'est ça. Mais c'est une vision, je vais dire, c'est une vision très européenne de l'IA et de la robotique que je porte. Parce que je vis en Europe, parce qu'on a des systèmes de santé qui sont performants et parce que j'attends de mon soignant qu'il soit humain. C'est bien de le souligner. Si j'étais citoyenne chinoise, je pense que je n'aurais pas du tout la même réflexion. Je pense que je voudrais juste être soignée très rapidement et à 100% de réussite. Si j'étais citoyenne américaine, je voudrais juste ne pas trop payer cher pour mon soin. Et donc, en fait, voir dans quelle mesure utiliser une machine va peut-être me permettre de diminuer le coût. Exactement. Et du coup, je paierais moins cher mon premium. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de montrer des exemples d'applications dans d'autres pays, parce que les logiques de soins sont différentes. Les logiques même philosophiques et éthiques sont différentes. On ne côtoie pas de la même manière la robotique en Asie qu'aux États-Unis et en Europe. On ne se pose pas les mêmes questions, on ne se pose pas les mêmes questions d'éthique, on ne se pose pas les questions d'humanisation, de remplacement du travail. En Asie, ce n'est pas du tout un sujet. C'est très intéressant et c'est bien de l'avoir rappelé, ce point, effectivement, que la perception de ces enjeux, dépendamment de notre... de où nous vivons, qui nous sommes, notre éducation et tout ça, bien évidemment, ça a un impact. Non, c'est très très juste. Et je vous remercie de l'avoir précisé parce que je n'y avais pas pensé jusqu'ici. Et effectivement, c'est fondamental. Tout à fait. On est citoyen de notre univers. Oui, complètement. C'est beau. Je vais retenir ça. On est citoyen de notre univers. Notez-le. Et l'univers a des frontières. En fait. L'univers a des frontières. Très bien. Autre question, et c'est ça, bientôt la fin, donc ça passe très très vite. C'est pour ça que mon café est froid. Face à la santé, on n'est pas tous égaux. Tout à fait. On ne va pas se mentir. Le point que vous mentionniez, notamment par rapport aux États-Unis, certains n'ont pas accès aux soins parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à ces soins. Donc justement, comment encore une fois, ces machines, on va utiliser le mot machine volontairement, donc ça englobe l'ensemble, peuvent justement peut-être réduire en fait ces inégalités d'accès. Et
puis même en France, dans certaines zones rurales ou sous-médicalisées, enfin les déserts médicaux, c'est un sujet qu'on connaît trop bien. Ah ben moi j'ai déménagé il y a 2 ans dans un désert médical. Ok, Et je ne le savais pas avant d'arriver. d'accord. Donc là, Mais oui. le rôle de la machine, c'est clairement, non? C'est ce qu'on appelle, je vais utiliser le mot proxy, parce qu'en fait Oui. c'est la machine qui va pouvoir faire une liaison, une connectivité avec des équipes soignantes ça. à d'autres endroits. Ok. Je pense notamment à la télémédecine, Oui. qui est le premier niveau et qui du coup devrait être déployée beaucoup plus largement déjà pour faciliter l'accès aux soins, en fait, aux soins de base. Et après se pose la question des machines qui vont aller accompagner à faire des actes médicaux plus poussés. C'est à double tranchant. Est-ce que grâce à ces machines, on va permettre de diminuer les investissements médicaux dans ces pays qui sont déjà sous-médicalisés? Ouais. Voilà. Est-ce que l'arrivée des machines Au est contraire, intéressante? ça va permettre de finalement un C'est peu ça. légitimer. Exactement. Oui. Donc il y a eu des programmes notamment de financement de robots Da Vinci, si la mémoire est bonne, en Afrique Oui. et en Asie du Sud-Ouest, qui permettaient justement d'aller apporter des compétences chirurgicales de pointe dans des pays qui n'en ont pas. La corollaire, c'est que ces pays n'investiront plus sur la formation de ces compétences chirurgicales, donc deviennent dépendantes aussi d'une aide extérieure. D'accord. Donc en fait, c'est un double tranchant. Sur le court terme, c'est une aide qui est bienvenue, qui permet d'améliorer en fait la santé d'une population. Et sur le long terme, on devient dépendante d'une autre puissance. Donc la question, c'est quel choix fait-on? La vie est une question de choix. On peut continuer sur les maximes philosophiques. Absolument. Non, et puis ça me fait penser aussi au cas chinois que je connais un petit peu, où beaucoup de citoyens chinois n'ont pas accès forcément aux meilleurs médecins, mais grâce à ce qu'ils appellent les hôpitaux à Internet, Ah oui. ils ont la possibilité d'être suivis par des médecins que l'on va plus facilement trouver dans les grandes villes chinoises, les fameux Tier 1, 2 et 3, Ouais. et qui permet à une personne éloignée du centre urbain de pouvoir quand même bénéficier de ce type cet accompagnement, avec en plus la possibilité de repartir directement avec ces médicaments, parce que accolé à la machine, Il y a le distributeur. il y a le distributeur de médicaments, et tout cela uniquement avec mon WeChat, Ouais. où j'ai juste à montrer un QR code. Ah, voilà, et par ailleurs, ça me permet aussi de collecter un certain nombre de données aussi sur les citoyens et de comprendre, peut-être de voir On aime beaucoup en Chine. des patterns. On connecte beaucoup, mais qui n'est pas forcément d'ailleurs un problème pour le citoyen chinois, Oui, qui a un tout à fait. rapport à la donnée Différence très de différent du culture. nôtre. Différence de culture. Donc, Mais même sur la récolte de données, ce qui est intéressant, c'était de voir la corrélation entre les avis Amazon à l'époque du Covid sur certaines bougies qui étaient très fortes et qui disaient j'ai commandé cette bougie, elle sent plus rien, et les résurgences de pics Covid. d'accord. Donc en fait, il n'y a pas forcément besoin de télémédecine pour aller récolter de la donnée sur ces citoyens. On était capable de prévoir en fait la résurgence de pics Covid avec les avis Amazon et les recherches Google. Oui, intéressant. Je ne connaissais pas cette anecdote. Ok. C'est hyper intéressant. Oui. Mais après, la question que posent du coup les cabines de télémédecine, c'est le soin comme un produit de consommation. Oui. C'est la corollaire. C'est hyper intéressant et positif pour la population d'avoir accès à un soin de meilleure qualité Oui. et rapidement. Typiquement, moi je vis dans un désert médical et le seul soin que je peux avoir, c'est appeler SOS médecin et attendre 2 heures qu'un médecin se déplace chez moi. Ouais. Parce que du coup, quand j'appelle un médecin, c'est que vraiment je suis au bout du rouleau. Ou effectivement certains médecins qui proposent de la téléconsultation, mais du coup dont la qualité varie un petit peu aussi. Donc c'est la question, c'est comment est-ce qu'on encadre la téléconsultation pour que le soin soit effectivement de bonne qualité derrière et qu'on ne soit pas traité à la chaîne avec des rendez-vous de 10 minutes par visio où au final on ne peut pas forcément on n'a pas accès à d'autres diagnostics que juste le verbal. D'accord. Et c'est pour ça que certaines cabines de téléconsultation peuvent être intéressantes aussi, parce qu'elles vont pouvoir permettre de prendre la tension, le pouls, le poids, la température, etc. Donc augmenter la téléconsultation est intéressant. Et donc l'hologramme? Pardon. D'accord. Tout est dit. Alors l'hologramme pour le professionnel de santé, je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant. Par contre, l'hologramme pour comprendre le soin,
Oui, donc dans l'information. Exactement. Ok. Dans l'information, dans le fait de donner une information juste et compréhensible. Pouvoir en fait se détacher de termes de jargon pour que ce que le patient, entre guillemets, va, je vais pas dire subir, mais je ne trouve pas d'autre mot, donc va avoir comme acte médicaux ensuite soit compris et que le consentement soit véritablement éclairé. Et là, on aborde un bout de problématique éthique aussi. C'est passionnant. J'ai encore une question que j'aimerais vous poser. Donc là, on va se projeter dans un futur souhaitable. C'est important. Selon vous, à quoi va ressembler finalement alors, soit l'hôpital, soit la clinique, soit même le cabinet médical du futur? Est-ce qu'on va avoir effectivement une intégration complète à la fois des systèmes d'IA, des robots, des agents conversationnels et, bien évidemment, des hommes et des femmes, enfin des professionnels de santé? C'est une excellente question. Oui. Mon futur souhaitable, c'est qu'on ait le choix. D'accord. C'est qu'on ait des cabinets médicaux traditionnels parce que les patients et les professionnels de santé peuvent avoir le choix. Ils sont plus à l'aise. Seront plus à l'aise. Ouais. Et peut-être que sur certaines disciplines, en fait, ça sera intéressant. Et des cabinets médicaux, entre guillemets, plus automatisés, mais où le parcours de soins sera empreint d'humanité. Toujours. Toujours. Ouais. C'est, je n'ai pas envie, dans mon futur souhaitable, là c'est mon futur souhaitable, voilà. Je n'ai pas envie d'avoir un hôpital virtuel où je vais virtuellement avec des IA virtuels qui vont me diagnostiquer et m'envoyer des médicaments par la poste. Parce que c'est très bien, enfin ça peut être intéressant, mais en fait on passera sans doute à côté de beaucoup de choses, notamment de ne pas traiter juste les conséquences de symptômes, mais aussi leurs causes. Ok. Vraiment. Très bien. Un énorme merci. C'était Merci. passionnant. Merci pour l'invitation. J'ai adoré échanger avec vous. Merci à celles et ceux qui nous regardent et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine capsule de com. Bonne journée et à très bientôt.